Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thierry Varlet. Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis désolé, je vais parler de choses que j'ai l'habitude d'évoquer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'espère que ça va vous intéresser. Comme vous le voyez, j'ai une présentation qui est très chargée. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un échange avec vous aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je fais un métier qui est un peu particulier. Je vais faire un peu de teasing avec ça pour commencer. En fait, mon travail, une partie de mes activités consiste à concevoir les emballages qui sont prévus pour servir sur la Lune et sur Mars à horizon 2030-2040. Il y a un monsieur que vous connaissez sans doute qui s'appelle Thomas Pesquet, qui, lors de son premier vol dans la Station spatiale internationale, a pris conscience que notre planète était en posture assez critique d'un point de vue environnemental. Quand il est revenu de son premier vol et qu'il a constaté les évolutions de la surface de la banquise, par exemple, ou de certains sites qu'il voyait depuis la station spatiale, il s'est dit qu'il fallait faire des choses de manière drastique, enfin, prendre des décisions drastiques et avoir de véritables actions pour essayer de ne pas perturber plus que ça le système sur lequel nous vivons aujourd'hui. Et pour préparer son second vol, il a fait appel, l'Agence spatiale française a fait appel à des compétences extérieures dont je fais partie. Donc la société que je représente aujourd'hui, qui s'appelle Innovons A360, est une société privée qui travaille et qui apporte son expertise pour divers sujets, avec une méthodologie qui est basée sur l'intelligence collective, ce qui a beaucoup plu à nos astronautes, puisqu'on se met à réfléchir ensemble dans un espace assez réduit et on apprend l'habitude d'écouter tout le monde. Je suis désolé, mais aujourd'hui, ça va être un peu à sens unique. J'aimerais pouvoir vous installer tous, je ne vais pas perturber les organisateurs, en faisant un grand cercle de chaises et se mettre à échanger tous ensemble. Donc ils nous ont choisis pour apporter cette notion d'intelligence collective et de réflexion ensemble sur des sujets très précis qui aujourd'hui n'intéressaient que très peu le monde du spatial et qui, grâce à des astronautes comme Thomas Pesquet, les intéressent de plus en plus. Et Thomas, pour son deuxième vol, a dit « Je souhaite que l'on puisse me mettre à disposition des emballages qui soient beaucoup plus respectueux de l'environnement et ainsi montrer la voie que nous devrions prendre sur Terre grâce à cette exploration spatiale et essayer d'impulser une dynamique terrestre. » Et donc, dans ce cadre-là, ma société a développé des emballages biodégradables, des emballages comestibles et d'autres emballages en partenariat avec aussi de jeunes sociétés, puisque nous avons l'habitude en intelligence collective de travailler en collectif et donc de faire appel à des ressources et des compétences qui ne sont pas forcément du monde du spatial, mais qui peuvent avoir de la connaissance, de l'expertise à apporter au profit de certains projets. Ça, c'était un peu le préambule pour dire ce que je vais vous raconter va arriver à cette fin d'histoire-là, c'est-à-dire qu'à la fin, je vous reparlerai de cette partie exploration spatiale. Mais je voulais vous raconter un peu sous forme d'échange, et j'aimerais qu'il y ait des questions, donc je vais essayer de ne pas parler trop longtemps pour qu'on puisse réellement être dans l'échange. Sous forme d'échange, vous dire que lorsque je suis sorti d'une école qui formait à l'emballage en 1989, j'étais extrêmement adepte de l'exploration de tous les matériaux qu'on avait la possibilité d'utiliser dans le monde de l'emballage. Donc j'ai une formation en emballage que j'ai subi. À l'époque, j'étais étudiant, donc on subissait les formations à Reims. Et après, mon travail, ça a été d'arriver dans le monde de l'industrie et de développer des emballages. Donc j'ai eu la chance de commencer dans une petite entreprise et d'être amené à faire tout ce qui se fait dans une entreprise. Comme j'ai l'habitude de dire, j'étais dans une entreprise de thermoformage où on achetait des bobines de film plastique. J'ai commencé par acheter les bobines de papier qui allaient dans les toilettes. Et puis ça s'est fini par acheter les bobines de film plastique. Donc
ça m'a permis de voir l'étendue en fait, de ce qu'était le poste des achats et tous les autres postes dans l'entreprise. Et moi, j'avais une ferveur de jeune homme à l'époque en me disant wow, les plastiques, c'est extraordinaire. Ça me faisait rêver en fait. J'avais découvert ce qu'étaient les plastiques et ouais, j'étais à fond, quoi. J'étais content d'arriver chez des industriels qui n'y connaissaient pas grand-chose sur les matériaux d'emballage et de pouvoir leur dire ah mais attendez, tel matériau plastique, il a des barrières à l'oxygène, il a des propriétés d'operculabilité, etc., etc. Et de ramener ma science comme un jeune que j'étais, que je ne suis plus. Bon, si je ramène encore ma science, Stéphane, tu m'en voudras pas. Mais j'ai commencé comme ça. Et puis, dans l'entreprise où j'étais, j'ai eu la possibilité de sélectionner un nouveau matériau. Pour moi, c'était de la véritable innovation. Je passais des matériaux historiques dont on n'a plus le droit de parler aujourd'hui. On a à peine le droit de prononcer leur nom, PVC. Donc je partais de ces matériaux historiques qui avaient beaucoup de qualité, et j'amenais à l'entreprise un matériau plus respectueux de l'environnement. Je me la pétais un peu déjà à l'époque, parce que sa densité était moindre, il était a priori plus respectueux de l'environnement. C'était un OPS et puis un polystyrène biorienté, donc j'étais content avec ça. Ça me suffisait. Et dans le même temps, je voyais arriver la loi Töpfer, hein, pour les plus anciens d'entre nous. Là, je fais un clin d'œil à Christophe. La loi Töpfer, c'était le nom du ministre de l'Environnement allemand qui disait « Oh là là, le PVC, c'est pas bien, parce que quand ça brûle, ça dégage du chlore. » Et donc, est arrivé le moment où on a interdit le PVC. Et bizarrement, ceux qui ont interdit le PVC avaient la solution de rechange, ça s'appelait le PET. À l'époque, ça me faisait suer parce que le PET, il coûtait 4 fois plus cher que le PVC. Pour mon fournisseur, c'était bien, mais pour moi, c'était pas bien. Et en tout cas, on est passé au PET et c'était rigolo, sauf que mon profil de chimiste, quand il a vu arriver le PET, s'est dit wow, c'est quand même une molécule qui est beaucoup plus complexe que le PVC, hein, le PET. Et je ne vois pas bien comment l'environnement va accepter ce genre de molécules plus complexes. Juste délit de faciès, hein, pour un polymère comme le PET. Et puis petit à petit, je me suis un peu plus aguerri aux subtilités des matériaux plastiques issus de la pétrochimie, donc je suis devenu un peu spécialiste du sujet en tant que gros acheteur et gros transformateur. Et j'ai subi, comme depuis toutes ces années et encore aujourd'hui, les successions de réglementations. Je ne vais pas vous parler de la PPWR, mais les réglementations de l'époque, celle de 76, celle de 92, celle de 98, celle de 2001, enfin voilà, de toute façon c'est sans arrêt les réglementations. Et j'ai commencé à comprendre que le matériau qui, en 1976, était défini comme inerte, quand on de réglementation nous parlait de matériaux inertes, ben, il n'était pas si inerte que ça. Et que son côté pas si inerte que ça, il n'était pas uniquement dû au polymère qui le constituait, mais qu'il y avait beaucoup d'éléments parallèles au polymère qui faisait que son inertie, elle pouvait être remise en cause. Bon, son inertie, elle a un peu disparu, hein, d'un point de vue réglementaire. Aujourd'hui, on ne dit plus qu'il est inerte, on dit qu'il ne doit pas céder des substances dans des quantités susceptibles de nuire à la santé du consommateur. On biaise un peu l'inertie, avec un I, et du coup, on appréhende cette notion de qu'est-ce que le matériau va laisser transparaître comme substance d'une autre manière que « Ah ben non, il est hyper safe, il est inerte ». Et donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans l'industrie et un jour je quitte le monde de l'industrie individuelle pour m'occuper d'un réseau d'entreprises de l'emballage. Et j'avais un peu le temps de faire de la veille à ce moment-là, ce que je n'avais pas vraiment le temps de faire quand j'étais dans l'entreprise individuelle. Et un jour, en lisant un article sur la baisse de fertilité des anémones de mer, j'ai eu des frissons en fait. La baisse de fertilité des anémones de mer. J'avais vraiment du temps. Hein. Faut avoir du temps pour lire des articles scientifiques sur la baisse de fertilité des anémones de mer. Mais voilà, je voulais prendre ce temps-là parce que, en ayant un peu compris que le polymère, il n'était pas tout seul, il y avait beaucoup d'autres éléments que le polymère, donc des additifs, des charges, les plastifiants, les adjuvants, etc. etc. J'avais ça en tête, mais je lisais cet article sur la baisse de fertilité des anémones de mer. Et quand je dis j'ai eu des frissons dans le dos, presque je les ai encore aujourd'hui, parce que j'ai compris que
notre grande activité, je ne vais pas parler que de l'emballage, d'utilisation des matériaux plastiques, faisait qu'à un moment ou à un autre, il y avait la possibilité que des matériaux dits plastiques se retrouvent entiers ou en morceaux dans les océans. Depuis, j'ai pris conscience que ce n'est pas uniquement dans les océans. Hein. Dans les océans, d'après les dernières études et les chiffres qui traînent, ce serait seulement 20% de ce qui vient sur la terre, fait sur la terre ferme, le sol dur. Donc tout ce qu'on imagine aujourd'hui qui échoue dans l'océan, en fait, c'est 5 fois plus sur Terre. Et ce qui faisait que les anémones de mer perdaient en fertilité, en fait, c'était assez simple. C'était que les matériaux qui se retrouvaient morcelés, dégradés en petits éléments que cette anémone de mer pouvait ingérer étaient suffisamment nocifs pour l'anémone de mer pour qu'elle en perde sa fertilité. Or, l'anémone de mer fait partie d'un cycle alimentaire classique. Elle entre dans la grande chaîne des espèces et ces petits éléments que j'ai du mal à qualifier de microplastiques, je pense qu'on pourrait être plus précis quelquefois sur ces appellations. Ces petits éléments, en fait, peuvent être à la fois peut-être des morceaux de polymère, mais beaucoup plus certainement des petites molécules qui sont présentes dans toute l'additivation qu'on fait des matériaux aujourd'hui que l'on met sur le marché. Et que si les anémones de mer baissent en fertilité, eh bien c'est toute la chaîne alimentaire qui va se trouver perturbée par ça. Perturbée. Perturber. Le verbe, on l'entend comme ça, mais quand on dit perturbateur, du coup, le nom commun devient un peu plus sonnant. Et aujourd'hui, quand on se trouve confronté à cette richesse de constituants qui sont présents dans ces matériaux dits plastiques, eh bien, j'ai systématiquement cette notion de perturbateur, qu'on pourrait appeler hormonal, endocrinien, ce que vous voulez, et puis par extension, cette notion de polluants éternels qui sont en train de continuer d'envahir à la fois nos océans et notre Terre. Et là, ça m'a vraiment beaucoup gêné. Et on en est à un stade aujourd'hui où on continue de consommer énormément de matériaux plastiques dans l'emballage. C'est le monde de l'emballage aujourd'hui, donc coucou l'emballage, beaucoup de matériaux plastiques, mais aussi par ailleurs, en fait, sur tous nos objets du quotidien. Mon téléphone a une grosse partie de matière plastique, mon ordinateur aussi, mes vêtements également. D'ailleurs, sur ce plan-là, je fais un petit retour sur la préoccupation qu'on a au niveau de l'exploration spatiale. Aujourd'hui, on a des déchets à bord de la Station spatiale internationale. On fait comme faisaient toutes les communes il y a encore quelques années. On met tout dans un conteneur et ce conteneur de déchets, il est renvoyé vers la Terre et il brûle en entrant dans l'atmosphère. Donc, méthode de traitement des déchets dans le spatial, incinération. Ça vous parle par rapport à ce qui se fait sur Terre. Pendant longtemps, on a préconisé l'incinération. C'était le monde merveilleux du traitement des déchets. Depuis, on évolue et dans la quantification des déchets que l'on fait dans le spatial, on voit deux grands gisements. Les emballages alimentaires, puisque nos astronautes mangent tous les jours, donc ils génèrent une quantité proportionnée à leur consommation d'emballage alimentaire, de déchets d'emballage alimentaire. Et l'autre volume de déchets, ce sont les textiles. Alors les textiles dont ils se servent pour faire leurs toilettes, donc des lingettes, ou les textiles dont ils se servent pour se vêtir. Et dans l'exploration future, dans la partie Lune puis Mars, on sait que nos deux gros gisements seront les déchets d'emballage et les déchets de textiles. Pour vous dire que la préoccupation, elle est exactement la même. Et donc, pour imaginer le futur de ce sujet spatial, eh bien, on fait systématiquement des allers-retours avec le présent de notre terrestre. Le présent de notre terrestre, c'est aujourd'hui peut-être de préconiser quelques voies intéressantes. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est la voie du réemploi. Les intégristes des XR
je dirais, le premier geste à faire, c'est de ne pas consommer, c'est de ne pas créer le produit. Le deuxième, ce serait le réemploi. Et ça, c'est un sujet qui me semble effectivement très pertinent. Et puis le troisième, et je vais focuser un peu là-dessus, c'est celui du recyclage. Donc aujourd'hui, on en a plein la bouche du recyclage. Et moi, avec ce que je viens de vous raconter, en fait, je me trouve presque en fin de carrière avec une grosse interrogation à me dire, mais est-ce qu'on est pertinent? Est-ce qu'on est suffisamment intelligent pour trouver que ce recyclage est cohérent avec toute cette catastrophe environnementale qui est en train de se passer? Je ne parle pas seulement de la baisse de fertilité des anémones de mer, mais je parle également des gaz à effet de serre. Je parle de notre société de consommation, parce qu'en proposant un emballage recyclable, en fait, quelque part, on continue de favoriser l'emballage à usage unique, enfin, le produit très consommable. On ne fait que renforcer la consommation. Et de mon point de vue, en continuant de soutenir ce recyclage, c'est cautionner cette utilisation à usage unique, en fait, cet emballage à usage unique. Ah ben, je vais faire un emballage à usage unique, de toute façon, il est recyclable. Déjà, recyclable, ça ne veut pas dire recyclé. Les experts vont se battre entre 5 et 9% des matériaux potentiellement recyclables sont recyclés. Même s'ils arrivent à 10, de toute façon, ça en fait encore 90. Je vais regarder vraiment les stats comme il faut. Ça fait 90% des matériaux qui ne sont pas recyclés. Donc ça peut m'amuser un petit peu de se dire ils ne sont pas recyclés. Ils sont pas recyclés, ils font quoi? Ils sont incinérés, ils sont enfouis. Ils sont enfouis, on a des polluants éternels qui se retrouvent disséminés un peu partout dans la nature. Et au final, je continue d'épandre des perturbateurs. Donc, même si je fais 10% de recyclage, pour l'instant, je reste avec une grande épine dans le pied dont, pour moi, il est nécessaire de se débarrasser. Et donc, cette notion de recyclage, elle me perturbe beaucoup parce qu'on a l'impression de trouver une solution magique avec ce recyclage. Un des objectifs de mon intervention aujourd'hui, c'est de, quelque part, vous amener à réfléchir aussi sur ces actes-là, de se dire... Mon premier acte, c'est le produit qui n'existe pas ne sera jamais perdu. Alors, donc c'est la diminution de la consommation. Le second acte, c'est le réemploi. Je trouve que je préside une association qui s'appelle PAC en transition. Nous travaillons beaucoup sur le réemploi avec des metteurs en marché et des industriels qui ne sont pas des metteurs en marché pour réfléchir à ce réemploi. Mais celui du recyclage aujourd'hui m'interpelle énormément. À tel point que lorsque nous concevons la vie qui pourrait être celle d'un équipage de 6 astronautes qui partirait vers 2039 vers la planète Mars. On se dit que ces hommes et ces femmes vont monter dans un véhicule étanche, fermé. Ils sont dans un système totalement fermé et qu'ils vont devoir, pendant 3 ans, c'est la durée du voyage aller, séjour, retour, pendant 3 ans, ils vont devoir gérer ces matériaux et vivre avec. À la limite, qu'ils deviennent stériles pendant leur voyage. J'espère que Thomas a fait ce qu'il fallait pour prendre ses précautions et congeler quelques tubes pour le bien-être de l'avenir de la planète. Mais ce n'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est que pendant ce voyage-là, ils vont devoir gérer une quantité de matière qu'ils vont emporter dès le départ et qu'ils vont devoir gérer tout au long de leur séjour. Et donc toute l'approche que nous avons aujourd'hui, c'est une approche qui est basée sur la perfection du cycle. Quand j'ai commencé à travailler dans le spatial, on recyclait 70% de l'eau. L'eau, c'est la transpiration qui se condense sur les parois de la Station spatiale internationale, c'est les urines, et on recyclait 70% de cette eau-là. Aujourd'hui, avec le dernier système qui est monté au mois d'août, on en est à recycler 98%. C'est-à-dire que le lendemain, ils savent qu'ils boiront leur pipi, hein, en clair. Là, on touche cette notion de perfection. 98, c'est pas mal. C'est l'objectif qu'on s'est fixé pour la Lune et pour Mars. Sur la partie du carbone qui va être embarqué à partir des aliments, des emballages et des vêtements, nous avons le même objectif. Donc, des vêtements qui vont monter demain vers un voyage de longue durée, des emballages avec des aliments à l'intérieur qui vont monter dans un voyage de longue durée, devront être soit réemployés, les vêtements, c'est pas trop dur,
même si on ne sait pas encore faire de la lessive sans eau dans l'espace, mais nous y travaillons. Mais en ce qui concerne les emballages, qui est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, nous faisons des choix en ce moment au niveau de l'exploration spatiale de faire des emballages avec un carbone qui restera disponible. Le carbone, c'est l'élément maître du polymère, de tous les polymères que vous utilisez aujourd'hui pour vos emballages. Donc le carbone, qu'il soit sous forme de carbone polyéthylène, de carbone polypropylène ou d'autres types de matériaux, que ce soit des matériaux biosourcés ou des matériaux d'origine végétale, ce carbone-là, il est stratégique parce que nous devrons l'utiliser dans la première utilisation directe, le carbone de l'emballage. Et une fois que cet emballage-là aura été utilisé une première fois, d'être en mesure de le récupérer pour le réemployer d'une façon ou d'une autre, soit sous forme d'emballage, ou bien de le recycler. Et il y a des carbones qui sont plus recyclables que d'autres. Je pense en particulier à des carbones de matières biosourcées, avec des opérations, par exemple, d'impression 3D, récupérer des déchets d'emballage qui pourraient être broyés et imprimés 3D pour faire des objets qui seront, eux, dans une seconde vie. Ces objets d'une seconde vie pourraient être utilisés, parce qu'ils perdent de leur propriété en longueur de chaîne avec le temps, sur une troisième vie qui pourrait être une vie d'aide à la production végétale à bord d'un véhicule spatial ou d'une base lunaire ou martienne. Donc d'avoir des supports de culture qui soient constitués de carbone toujours utilisable, donc pas un carbone qui va venir polluer notre système, mais par exemple les carbones des biomatériaux intelligents sans additifs nous intéressent beaucoup, puisqu'on sait que ce carbone nous permettra de faire un carbone retour au sol. Et pour votre information, le sol lunaire n'est pas du tout propice à la croissance végétale. Je ne peux pas cultiver dans le sol lunaire. Donc nous concevons aujourd'hui des systèmes de croissance basés sur du carbone d'emballage recyclé, avec du carbone d'astronaute recyclé. Je ne vous fais pas de dessin. Et la possibilité de faire croître des plantes sur ces supports-là, de façon à récupérer ce carbone qui lui-même va revenir dans la plante, en plus du CO2 que l'astronaute continue de produire, et de cette manière de constituer le cycle de la perfection du carbone. Donc voilà comment, aujourd'hui, on en est arrivé à se dire que ce système fermé que nous aurons dans l'espace devient une source d'inspiration pour éviter de continuer à faire les erreurs que nous commettons depuis 50 ans sur le système fermé qui nous semble totalement infini qu'est la planète Terre. En fait, la planète Terre n'est pas infinie, et en tout cas l'espèce humaine sur la planète Terre est loin d'être infinie, et d'être dans l'optimisation de ces cycles de carbone aussi bien sur Terre que dans l'espace. J'avais jusqu'à 15h10, je crois. Et j'aimerais que vous puissiez éventuellement poser des questions. Merci de votre attention. Est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose, Stéphane? On n'est pas nombreux, il suffit de lever la main et de poser la question. C'est pas dur. Il y a une jeune femme à droite qui peut passer les micros. On a 5 minutes pour les questions, c'est ça à peu près? Pour poser la question ou pour y répondre. Moi, ma question, c'est comment on peut, du moins, sur le programme spatial, toutes les innovations qui sont faites, comment on peut, nous, les récupérer pour progresser, et qui va détenir, en fait, cette connaissance? Alors, dans le spatial, j'ai découvert un monde assez idyllique quelque part, c'est-à-dire que la connaissance spatiale appartient au spatial. Le spatial finance la recherche assez facilement. La connaissance spatiale reste aux agences. Les applications terrestres vont aux partenaires. Dans ce chemin de l'exploration spatiale, il y a une exigence systématique, fondamentale. À chaque fois que l'on prépare une expérience, il faut qu'elle ait des retombées terrestres. C'est-à-dire qu'une expérience qui n'aurait pas de retombées terrestres, qui n'aurait pas de possibilité d'être exploitée sur Terre, j'ai exploité et non pas valorisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion marchande, exploitée sur Terre, on ne lui donnerait même pas d'écoute pour l'envisager. Donc à chaque fois, on est en train de dire c'est quoi l'application terrestre.
Et sur la propriété intellectuelle, c'est simple, le spatial va au spatial, le terrestre reste au terrestre. Donc c'est extrêmement confortable. D'accord, mais donc c'est en open source, Tout dépend des expériences. Certaines peuvent être en open source, d'autres, si elles sont financées, clairement financées, il y a toujours cette histoire d'argent, celui qui finance en général les propriétaires. Donc les entreprises de la Terre qui vont financer une application terrestre qui va être expérimentée dans le spatial bénéficiera de cet avantage de la connaissance parce qu'elle l'a acheté en fait, parce qu'elle l'a développé, elle l'a payé. Oui, mais par exemple, sur les cycles du carbone, oui. Vu que c'est du spatial, à qui ça appartient? Est-ce que c'est en open source? En fait, sur les cycles du carbone, il y a beaucoup d'agences qui travaillent dessus. Et donc, ça fait partie de la connaissance aujourd'hui générale que nous pouvons avoir. Là, en fait, on n'invente pas tout dans le spatial. Hein. On va systématiquement s'inspirer de centres de recherche qui maîtrisent ces notions de cycle pour des applications terrestres. On va y mettre nos contraintes spatiales. En gros, on ne va pas gérer des particules à cause de l'absence de pesanteur de la même façon que sur Terre que dans l'espace. Donc en gros, une poudre, ça va être un problème. Un liquide, ça peut l'être aussi. Donc on va gérer ces notions d'emballage, parce que là, c'est vraiment à chaque fois d'emballage dont on a besoin pour délimiter en fait l'expansion des fluides ou de liquides, de poudre que l'on pourrait avoir. Mais oui, il y a un vrai partage. Pendant des années, j'ai milité pour le barter. Ça ne va rien dire à... Barter, c'est un mot anglais qui signifie échange. En fait, entre les agences spatiales, on pratique le barter. On n'achète pas du savoir ou de la connaissance, on l'échange. Et pour avoir essayé de le mettre en place entre les entreprises à l'époque en Bretagne, j'ai bien vu comment mon camion qui ne fonctionne qu'un jour par semaine, il est potentiellement disponible 4 jours par semaine pour mes voisins. Et donc je peux faire de l'échange. Et l'autre entreprise, de l'autre côté, qui a un truc disponible 4 jours par semaine, elle peut faire de l'échange. C'est difficile parce qu'on reste très propriétaire. Dans le spatial, il y a cette notion extraordinaire de dire nous fonctionnons, on a tous à gagner à travailler sur le développement d'une techno, on a savoir, et on fonctionne sur de l'échange. Et donc entre la France, le CNES, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, JAXA pour les Japonais ou la NASA, on est sur cette notion d'échange. Oui. Interrogation, c'est que finalement les produits qui seront conservés seront plutôt des produits non périssables. Et pour ceux qui travaillent du produit périssable, quelles sont les voies imaginables? Vous pouvez préciser quels produits? Parce que par exemple, envoyer, je sais pas, genre sur la station, j'imagine principalement du liquide, voire des poudres. Et par exemple, sur Terre, on peut manger autre chose que des poudres et du liquide. Donc la spécificité française, c'est d'être justement sur autre chose que des poudres ou du liquide. Les Américains sont très friands des poudres. Alors c'est du lyophilisé qui, même retexturé avec de l'eau, garde quelque chose d'assez sympathique. La France se veut championne du monde de la gastronomie. Et donc tout ce que nous préparons en France n'est ni poudre ni liquide, et donc on fait des vrais plats. Et c'est dans cet esprit-là, j'ai travaillé récemment sur la mise au point d'un robot culinaire qui nous permet de fabriquer des vrais plats dans la station spatiale. Et l'idée, c'est d'apporter aux astronautes les outils adaptés au contexte qui est un contexte particulier, des outils pour fabriquer leurs propres recettes. Faire une purée dans l'espace, je ne pars pas d'une purée en flocons. Je vais travailler des ingrédients, des bases, et puis essayer de mettre ça en œuvre, chauffer, foisonner, mélanger. Enfin, ça fait partie de ces technos qu'on imagine aujourd'hui pour que les astronautes puissent avoir cette liberté. Donc on partira comme sur Terre avec des ingrédients de conservation, enfin des éléments matières premières à conservation. Et puis d'autres, par exemple avec des graines. Là, j'ai ramené des graines de Toulouse la semaine dernière. On va tester de la croissance de graines, croissance rapide, consommation immédiate de jeunes pousses, et puis stabilisation de jeunes pousses pour peut-être les consommer sèches, et puis peut-être séchage plus avancé ou mise en conditionnement à conservation prolongée. Donc on est sur toutes ces approches-là pour gérer à la fois des stocks
d'entrants, de matières qu'on va embarquer, et des stocks de matières qu'on va générer, qu'on va produire par croissance végétale à bord des véhicules ou des bases lunaires ou martiennes. Et en conservation, on entend une conservation sur des durées courtes, ou on peut imaginer des choses un petit peu plus longues dans le temps? Donc là, on est sur les mêmes préoccupations, sauf qu'on n'a pas la problématique logistique de la grande surface qui souhaite optimiser ses stocks. Donc on va être vraiment dans la gestion du stock par rapport à une qualité de produit. On a des produits qui vont être courts. Avec des collègues, on avait travaillé sur des emballages qui permettaient de prolonger les durées de vie des aliments frais. Donc on va avoir des choses un peu plus longues, 15 jours, 3 semaines. Et puis on va aussi développer des technos de transformation qui nous permettront de conserver des produits nouveaux sur des périodes un peu plus longues. J'aime bien prendre le parallèle avec les viandes séchées qu'on a connues il y a très longtemps et qu'on pouvait mâcher un peu à façon en fonction de mes besoins, de mes envies. Ça peut être aussi des développements de produits. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on reprend de l'histoire de notre civilisation pour s'enrichir de connaissances et travailler sur des développements de produits nouveaux, mais qui sont en fait très anciens. Et dernière question, juste vous êtes parti sur de la matière plutôt organique. Pourquoi ne pas pour les emballages? Oui, pour les emballages, oui. Pour du conditionnement. Oui. Pourquoi peut-être ne pas avoir un truc du genre du métal qui peut se fondre et se remodeler En fait, faire fondre du métal, ça demande beaucoup d'énergie, donc des températures élevées. On a un problème de sécurité très rapidement dès qu'on chauffe dans l'espace. Les conditions de sécurité qui nous sont imposées sont draconiennes. Donc, dès lors qu'on dépasse les 45-50 degrés, on est vite contraint. On ne se voyait pas broyer du métal pour en refaire une particule pulvérulente et le faire fondre pour le recycler. En revanche, il y a des matériaux de type biomatériaux qui peuvent facilement rentrer dans ces applications-là. Et le côté carbone, en fait, est stratégique. Le cycle du carbone, on l'ignore un peu trop, mais c'est notre cycle de vie sur Terre. Et de travailler sur ce cycle de vie pour remettre ce carbone à disposition du sol, puis du végétal, puis de l'astronaute, puisqu'en fait, on ne fait que faire tourner notre carbone, avec une approche anthropique stratégique aussi. Pour nous, c'est la clé du système. Le carbone, c'est une des clés du système. Peut-être qu'avec le développement d'utilisation du régolithe, le minéral lunaire, on réintroduira d'autres cycles, par exemple celui de la silice, peut-être, mais aujourd'hui, de ce que nous maîtrisons, on est sur une base de cycle de carbone. Merci. Plaisir. Oui, une dernière question. Que dit monsieur Gestion du Temps tout au fond? Une dernière question. Merci. Et aujourd'hui, dans ce cycle du carbone, c'est quoi votre plus gros frein technique ou technologique? Je ne sais pas. Moi, je suis dans l'innovation permanente, donc j'en vois pas. Je vois que des solutions. Je suis désolé, c'est mon côté très positif et optimiste. Peut-être le côté végétal, c'est-à-dire s'assurer que, en fait, un végétal, c'est pas juste un truc qui capte le carbone. Il se passe énormément de systèmes interdépendants biochimiques pour que le carbone que l'on pourrait réintroduire dans le support de croissance, le substrat, donc le carbone sol, plus le carbone gazeux qui serait le fruit de l'émanation de la respiration des astronautes, pour que ces deux carbones-là, sol et gazeux, puissent réellement être recaptés par le végétal. Pour les spécialistes de la croissance végétale, c'est extrêmement intelligent ce que le végétal a développé, et l'humain n'a pas ce niveau d'intelligence à date. Et en tout cas, à énergie équivalente, j'entends. Même si on me dit qu'on est tout près de reproduire la photosynthèse, mais pas encore à énergie équivalente. C'est ça ma petite pierre d'achoppement. Je vois bien que cette captation du carbone, c'est hyper stratégique, et qu'il y a que la plante seule sait le faire. Et que nous, on peut faire les sachants. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On n'a pas encore le niveau d'intelligence d'une plante. Merci. Merci. Merci à vous.